bienvenue dans Version Française, le rendez-vous le plus chic de la planète, avec le meilleur de la mode, du design, de la gastronomie, de la création, de l'artisanat et de l'art de vivre en version très originale et 100% française. Focus aujourd'hui sur les ceintures de la maison Boinet. Oui, car le chic passe par le détail 100% français. La créatrice parisienne par excellence, c'est elle. Stéphanie Couder nous fait partager ses inspirations. À Saint-Cloud, impossible d'échapper à la verdure, balade culturelle au cœur de la ville. Après l'effort, le reconfort. La brasserie Gallia vous rafraîchira avec ses mousses aériennes. Tout ce qui est arty, cosy, frecci en version française, c'est tout vu, c'est point de vue. La maison Velibexki, c'est le nouveau cyclo-café parisien. Ici, vous pouvez pédaler pour recharger votre smartphone, tout en dégustant un taboulé saumon, sans oublier de profiter d'une bonne séance de luminothérapie. Ce lieu hybride est né de l'association de Vélib et de la chaîne de resto Exquis, une bouffée d'oxygène pour Parisiens stressés. Créée à l'initiative de Luc Besson, la Cité du cinéma de Saint-Denis est un véritable carrefour de talents professionnels et étudiants. Rétrospective Star Wars ou Harry Potter, concerts et DJ sets ou encore exposition de costumes et décors. Ces lieux est un véritable parc d'attractions pour cinéphiles curieux. À travers les pages de Tu mourras moins bête, Marion Montaigne nous prend par la main et nous explique l'importance des microbiotes, ce qu'est un cerveau abdominal ou que veut dire dysmorphophobie. Elle vulgarise la science avec humour et pop culture, de quoi vous donner envie de réviser vos vieux cours de SVT. Mother, c'est l'objet connecté Made in France qui s'occupe de presque tout. Cette matrioshka associée à ses capteurs appelés Cookie vous permettra de contrôler les calories dépensées, l'heure de rentrée des enfants, vous rappellera quand prendre vos médicaments ou quand arroser vos plantes. Un bon génie connecté, nous on adore. De la boucle au travail du cuir, toutes les étapes de la fabrication des ceintures Made in France sont là. Zoom sur la maison Boinet. En cuir simple, en version corsée ou plus osée en python, la ceinture peut être un accessoire de mode à part entière. Et chez Maison Boinet, c'est même l'accessoire indispensable à une tenue chic et choc. Et à en voir certains modèles très disco, on a du mal à croire que la maison date de 1858. Ils étaient spécialisés en fait à l'origine dans les boutons de nacre et l'entreprise s'est diversifiée en fait sur la ceinture homme au début du XXe siècle quand la mode masculine a commencé à prendre de l'ampleur. Au début des années 2010, la maison prend un tout autre chemin grâce à la direction de Bruno Jourduy. Quand je suis arrivé, l'entreprise était spécialisée surtout dans la fabrication de ceintures hommes, avec une position moyenne gamme et avec un marché qui était essentiellement français. Et du coup, écoutez, pour se développer à l'international, nous avons développé la marque Maison Boinet sur un créneau plus haut de gamme et destiné à l'export. Aujourd'hui, c'est donc vers les femmes que la maison a décidé de se tourner, en s'intéressant d'abord à leur taille, puis à leur poignet. Dans l'usine de Château-Renaud, chacun est à son poste et là encore, ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir, avec seulement 5 hommes pour 35 femmes aux commandes. La première étape, c'est bien sûr la découpe du cuir, d'abord en fonction de la largeur et de la forme de la ceinture, mais aussi en fonction de son épaisseur. Mon cuir, je vais l'affiner. Ça va consister à amincir mon cuir. Avoir une épaisseur souhaitée. Parce que si on laissait tous les cuirs aux épaisseurs initiales, en fait, on se retrouverait avec des bracelets ou des ceintures vraiment trop raides. On passe ensuite au perçage, qui va permettre d'installer la boucle. Et chez Maison Boinet, on a le sens du détail. Regardez attentivement votre ceinture. Vous y verrez peut-être un fin liseré sur les bords. C'est ce qu'on appelle un filet. Le filetage, ça consiste à l'aide d'un fer à marquer les ceintures. Ce marquage, en gros, va faire le tour de la ceinture et va permettre d'orner la ceinture. Chaque couture est ensuite réalisée à la main. Et ici, on ne se contente pas de couper les fils, mais de les brûler. Parce que sinon, on va avoir le petit bout qui va
qui va se voir, quoi. Que brûler, c'est vraiment brûler au bord, c'est net, quoi, c'est plus propre. Ça fait partie du luxe, quoi. Parce que si on n'y brûle pas bien, après sur le vêtement, quand c'est de la soie, eh ben, ça tire la fibre. Autant de détails qui ont fait la réputation de la maison. Et de la ceinture au sac à main, il n'y a qu'un pas que Bruno vient de franchir. Nouveau projet pour élargir notre savoir-faire et continuer dans le développement de nos lignes, c'est de travailler autour de la ceinture, toujours sur des lignes de maroquinerie. Donc les lignes de maroquinerie sont concentrées sur des petits modèles que vous pouvez attacher à votre ceinture et que vous pouvez développer aussi en sac à main. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours ce fil conducteur de la ceinture. Notre cœur de métier, c'est la ceinture et je pense qu'on ne changera jamais. De quoi vous habiller de la tête aux pieds, mesdames. Des sacs à main qui se portent à la taille ou à l'épaule grâce à leur anse ajustable, en voilà une innovation. On n'est pas sur un produit mode, on est un produit intemporel qui suit la mode, mais qui n'est pas forcément pointu dans la mode. Donc ce qu'on veut, c'est offrir des produits qui vont durer dans le temps, donc la qualité est pour nous très importante. Une simplicité chic, élégante, bref, typiquement parisienne pour un style toujours plus raffiné. L'inspirante Stéphanie Couder nous entraîne dans son univers 100% parisien. Rendez-vous à Belleville pour découvrir l'univers de la créatrice. Stéphanie Couder est une créatrice au profil atypique. Elle fait ses armes à l'école Duperré et aux arts décoratifs, à l'issue de quoi elle est récompensée au festival de Hyères. Puis c'est l'Institut français de la mode et très vite l'envie de lancer ses collections. Toujours très indépendante, elle a pris ses quartiers dans un atelier à Belleville, où elle était d'abord couturière de chambre. Elle a une brève expérience de la haute couture en 2014, mais décide de s'affranchir des contraintes du calendrier et de se consacrer à son propre atelier. Son parcours est étroitement lié à son quartier de cœur, Belleville, où elle occupe le même atelier depuis 15 années. Un quartier au charme fou qui lui ressemble et qui l'inspire. Et si on s'installait sur une table devant une vieille chapelle, au carrefour de 3 ruelles pavées? Voilà, c'est ça Belleville. En fait, moi j'ai besoin vraiment d'inspiration tous les jours et de ce point de vue, ce quartier ne m'a jamais déçue. Aujourd'hui, le travail de Stéphanie se scinde en 2 activités. Stéphanie Couder Paris, un prêt-à-porter de luxe ouvert à la commande, et Service Couture, un système sur mesure de capsules avec le même design, mais en plus accessible. Elle concerne un plus grand public de par les matières utilisées, le temps de travail, avec une manière maligne de faire les finitions. Alors que Stéphanie Couder Paris, je dirais, par le côté atemporel de ses pièces et durable, s'adresse à une clientèle plus autonome. Le cœur de son métier actuellement, c'est Service Couture, un concept dont l'intitulé n'est pas anodin, qui permet de faire disparaître le nom Stéphanie Couder et de mettre le service au cœur de son travail. Il y a dans Service quelque chose pour moi de fondamental, qui est que lorsqu'on crée un vêtement, on est avant tout au service d'une silhouette, d'un confort, de beaucoup de choses. C'est dans son atelier à quelques rues de là que Stéphanie travaille et reçoit ses clientes. Ça roulotte, comme elle dit. Parfois, Stéphanie sort de sous son bureau et elle dessine par-ci, travaille sur un buste par-là. C'est un lieu de création continue qui lui offre confort et indépendance. C'est là qu'elle crée ses modèles, entre réflexion sur les volumes et travail au plus près des clientes. L'idée de travailler autour du buste et de construire le vêtement à partir d'un seul morceau, moi c'est un peu mon obsession depuis une quinzaine d'années. Ça c'est une pièce qui date de 2012. J'aime bien qu'on ait tout sous la main en fait, qu'on ait de quoi travailler mais qu'on ait aussi les images de 15 ans de travail de façon à ne pas les renier, à savoir que c'est du passé, mais en même temps qu'une cliente a envie de le mettre aujourd'hui et qu'elle soit très 2017. Parmi ses thèmes de prédilection, il y a le tailleur flou, qui correspond à une association des contraires et à une certaine idée de la féminité. Quand elle travaille, Stéphanie part de la réflexion technique sur le buste avant de venir au dessin, pour garder en tête l'esprit de la silhouette. Pour Service Couture, elle s'appuie sur quelques références de sa patronothèque, puis à partir des silhouettes et des envies de ses clientes, elle détermine un nouvel objet. J'initie le patron, mais par contre, le choix du tissu peut appartenir à la cliente. Les séances de travail varient entre
10 minutes, un quart d'heure, et puis voilà, vous me faites la même chose en rouge. Ou alors, on est parti pour 2 heures voilà. Ça me permet de connaître la personne. Ce jour-là, Amélie, une de ses clientes régulières, designer de haute joaillerie, vient pour essayer un manteau. On sent un vrai sens du volume au niveau des épaules, du corps. Il y a une symétrie et en même temps il n'y en a pas. Et ça me plaît énormément. Et en fait on retrouve aussi un peu cet esprit dans mon travail. Moi, ce que je trouve nécessaire pour un designer, c'est de se mettre suffisamment en retrait pour que la personnalité de la cliente soit là le plus fort possible, mais que ce ne soit pas une belle robe, mais une robe qui mette en valeur quelqu'un. Tous ces échanges stimulent la créativité. Plus libre sur service couture qu'avec la pression qu'impose la griffe Stéphanie Couder Paris, Stéphanie utilise ses expériences comme autant de laboratoire pour ses propres collections. Les références du sur-mesure passent dans la collection permanente. C'est assez passionnant. Une commande la plus rébarbative possible peut amener en fait à carrément alimenter une recherche qui, nous, en tant que créateurs, nous paraît fondamentale. Un laboratoire aux yeux de tous, c'est ça aussi qui l'intéresse dans le format de l'atelier boutique. L'idée de créer un vêtement en étant vu par les gens de la rue, ça reste aussi dans le domaine de la performance quelque part. Je crois que c'est pour ça que l'atelier boutique me manquerait. L'œil de la rue, c'est comme l'œil d'un enfant en fait, c'est intransigeant. Derrière ce travail, enfin, c'est aussi une vraie vision de la femme qui s'exprime. J'ai l'impression que le combat des femmes aujourd'hui, c'est comment arriver par la pudeur à imposer ce qu'on est en 2017. Pudeur, liberté, mouvement, simplicité, indépendance, malgré sa passion pour les contradictions et le dédoublement de ses activités, son travail a une vraie unité qui s'exprime autant dans ses collections, ses commandes, que ses travaux pour le théâtre ou la danse. Et toujours avec la bénédiction de Belleville. Bonjour Stéphanie. Bonjour Caterina. Vous êtes avant tout une passionnée de votre métier, de l'art et de la création. Vous avez fait les Arts Déc, ensuite l'Institut français de la mode, et on est ici à Belleville dans votre atelier. Mais votre moyen d'expression aurait pu être aussi bien la mode que peut-être la sculpture, qu'autre chose. Alors effectivement, j'ai eu la chance de participer au Festival de hier et qu'on ait retenu ma candidature. Et au Festival de hier avec les Arts Déco. Voilà, quand j'étais en dernière année des Arts Déco. On m'aurait tenu au courant d'un concours de chorégraphie ou de performance pour des danseuses. En fait, j'aurais participé à ce concours et peut-être mon avenir aurait été complètement changé. Je me voyais peut-être davantage plus peintre ou chorégraphe. Alors, beaucoup de gens ont dit de vous que vous avez fait de la couture en secret jusqu'au moment où un fabricant, un grand industriel, vous a aidé à monter une collection haute couture. Vous étiez membre invité de la haute couture. Ça a été une grande aventure pour vous? Alors, c'était une très grande aventure. Oui. Effectivement, le fait d'avoir eu à mon service quelque part un atelier de 20 personnes fait que j'ai pu confronter mon travail, le mesurer en fait à l'ambition d'une collection haute couture et décliner finalement le savoir-faire que j'avais mis modestement en place avec des finitions de la haute couture. Donc tout ce que m'a enseigné en fait le contact avec ce fabricant. Stéphanie, souvent vous parlez d'un savoir-faire parisien. Pour vous, c'est même pas un savoir-faire français, c'est un savoir-faire parisien. En quoi il consiste? Ah oui, alors malgré moi, je pense que très inconsciemment, par ma culture, par ma formation, je suis absolument aimantée par la culture parisienne, par les corps de métier, les filières que j'ai découvertes au fur et à mesure des années. Je dirais qu'il y a une sorte de touche parisienne inévitable, je pense, dans l'association des pièces ensemble, la désinvolture qu'on nous envie, mais qui reste complètement chic. On râle souvent un peu parce qu'il y a un œil parisien exigeant, très juge, très pointu, qui parfois freine un petit peu la création. Et en même temps, on a besoin de cet œil. Moi, quand je voyage, par exemple, quand je vais en Chine, quand je vais aux États-Unis, quand j'arrive sur place, j'adore emmener avec moi ce label et qu'on me reconnaisse pour ça. Enfin, c'est important. Oui, c'est important pour moi. Vous dites souvent qu'il y a Chanel ou Vionnet. Vous êtes un peu des deux? J'aimerais bien être un peu des deux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui définit Chanel et qu'est-ce qui définit Vionnet?
Vionnet, pour moi, c'est une chercheuse, un travail en rapport avec le corps et le mouvement. Et j'ai la sensation comme ça, qu'à part dans les milieux pointus de la mode, Vionnet n'a pas été retenue par l'histoire, alors que Chanel, oui. Et Pourquoi? je me suis posé cette question, voilà. Chanel a tout de suite su travailler des idées, mais déclinables dans une silhouette et un style. Et surtout, la possibilité de porter les choses au quotidien. Alors j'ai l'impression que moi j'ai retenu le travail sur le jersey comme étant une possibilité de mettre au service du quotidien d'une personne mon design le plus poussé. C'est-à-dire que quand je passe 8 heures à travailler sur un patron autour d'un buste, j'ai envie que ce sweat il puisse être porté malgré tout avec un jean et des petits talons. Si vous êtes visionnaire, Stéphanie, dans 10 ans, vous serez où? J'aimerais voyager partout. J'aimerais être une espèce de Jean Nouvel de la couture. Avec un ordinateur portable et une vie voilà, où je pourrais emmener aussi mes enfants avec moi. J'ai envie de piloter une équipe et qu'on exporte notre travail. Pourquoi pas ouvrir ma première boutique au Japon, faire des présentations, beaucoup, et retourner dans le calendrier de la couture, ce serait merveilleux. C'est ce qu'on vous souhaite, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katharina. Un joli coin de paradis à 2 pas de Paris, c'est Repérage et c'est du côté de Saint-Cloud. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouveau coin branché. C'est à Saint-Cloud, dans les hauteurs de l'Île-de-France, que nous avons choisi de vous emmener, et plus précisément au domaine de Saint-Cloud. En plein hiver, le parc ne se montre pas sous ses plus beaux atours, mais en été, c'est un endroit idéal pour se promener et découvrir une partie de l'histoire de France. Louis XIV ayant fait don à son frère de ce lieu, monsieur décide d'en faire un lieu d'exception. Il fait appel aux plus grands artistes de l'époque, notamment à Lenôtre pour la construction du jardin tel qu'on le connaît encore aujourd'hui et qu'on le conserve actuellement, qui est un archétype des jardins à la française. Il va également faire appel à Lepôtre pour la Grande Cascade, qui est l'élément majeur historique que nous avons encore en conservation au sein du domaine. Mais si le domaine est aujourd'hui bien connu du grand public, c'est aussi pour ses nombreuses activités culturelles. Que ce soit pour le rendez-vous concerts et jeux d'eau, le Grand Feu d'Europe ou encore le festival Rock en Seine. Vous l'aurez compris, Saint-Cloud est une ville chargée d'histoire et le musée des Yvelines en est le précieux témoin. Situé dans une ancienne villa des années 30 appartenant à un riche pharmacien, le musée retrace le passé de la ville, raconte l'histoire de son château, aujourd'hui disparu, de son domaine, bref, de tout ce qui fait la réputation de Saint-Cloud. Peinture, photographie, mobilier d'époque, depuis la construction de la villa, les collections se sont enrichies au fil du temps. Et si vous venez visiter le musée durant les beaux jours, vous pourrez aussi profiter des jardins qui entourent le bâtiment. Un coin de verdure idéal pour se reposer après avoir fait le plein de culture. Et pour se détendre, mais cette fois-ci de manière un peu plus traditionnelle, direction la péniche Mangareva. Car ce qui fait aussi la particularité de la ville, ce sont toutes ces péniches amarrées au bord de la Seine. C'est donc à quelques kilomètres du domaine que Carole Bélanger a choisi de jeter l'ancre. Avant de me lancer dans cette aventure, j'étais un cadre pressé, stressé, je travaillais sur les marchés financiers et j'ai voulu créer quelque chose à l'image de ce que j'aurais aimé trouver en tant que client, donc un endroit pour se détendre. Donc, je suis partie sur l'idée de créer un établissement avec hammam, massage et puis une petite partie de restauration complémentaire et je suis devenue donc capitaine d'un gros bateau. Hammam, massage, ici tout est conçu pour se reposer et oublier le stress de la ville. Vous ne trouverez pas ici une carte longue comme le bras avec des soins portant des noms exotiques des quatre coins du monde, pas du tout. En d'autres mots, on propose en fait des massages sur mesure. En fonction de ce que nos clients
ressentent ou de ce que les masseurs ressentent nécessaire de faire, eh bien, ils appliquent des techniques diverses et variées. Plaisir des sens et donc du goût. Carole n'oublie pas les gourmands qui apprécient aussi de déguster quelques spécialités de la maison en admirant la vue sur la Seine. Une fois installé, difficile de partir. C'est donc ici que nous vous laissons le temps pour nous d'apprécier cette belle assiette. Bière ambrée, blonde ou brune, la relève est assurée grâce à la brasserie Gallia qui utilise des techniques séculaires pour notre plus grand plaisir. Voici l'histoire d'une renaissance, celle d'une bière artisanale emblématique de Paris brassée dans le 14e arrondissement depuis le 19e siècle, qui disparut comme ses pairs dans les années 60, tant la concurrence des grosses brasseries industrielles était intenable. La Gallia pourtant connut des heures de gloire. C'était une bière très emblématique de Paris qui a été médaille d'or à l'exposition universelle de 1900 et qui représentait l'une des principales brasseries de Paris intramuros. Si dans les années 60, les Parisiens ont boudé ces breuvages de caractère, aujourd'hui les microbrasseries locales séduisent les adeptes de mousse. C'est vrai que dans les années 70, 80, 90, on a souhaité tous consommer un peu la même chose de façon universelle. Et maintenant, il y a un retour à quelque chose de plus artisanal, à quelque chose de plus sensé. C'est vrai pour la bière, c'est vrai pour la Gallia. Et du coup, nous, on s'est mis en tête de relancer la brasserie parisienne Gallia, qui était déjà un petit peu emblématique pour ça, pour une consommation parisienne et locale. Au début de cette aventure, deux copains, Jacques et Guillaume, deux rêveurs enthousiastes qui croisent l'histoire de cette bière mythique. L'histoire de la brasserie Gallia nous a beaucoup interpellés parce que c'était une vraie brasserie parisienne qui a été dirigée par 3 générations de la même famille. Donc en fait, on s'est renseigné auprès des descendants de la brasserie et on a rencontré Monsieur Bourgeois qui est l'un des descendants de la brasserie et qui nous a beaucoup aidés. Et aujourd'hui encore, il vient nous voir pour nous parler de la brasserie qu'il a connue, lui, quand il était jeune. Et il nous a aussi donné beaucoup d'éléments, des vieilles affiches, des vieux logos, des vieilles étiquettes, des vieilles bouteilles. La nouvelle brasserie est aujourd'hui implantée dans le centre de Pantin, au nord de Paris. Les imposantes cuves et les moulins ont élu domicile dans une ancienne chaudronnerie. Ici, patrimoine et savoir-faire sont à l'honneur. Celui qui reflète la personnalité d'une microbrasserie, évidemment, c'est le chef, c'est-à-dire le maître brasseur. C'est vraiment lui qui définit la ligne de conduite de nos bières et chaque bière en fait brassée ici reflète sa personnalité. Évidemment pour lui, la bière c'est plus qu'un produit, c'est une recherche constante en fait du goût de chaque process de fabrication, un souci absolu du détail, de la maîtrise parfaite en fait de la fermentation, du brassage, des différents paliers de température. Et c'est quelqu'un qui est auprès de sa bière en fait 24/24. Entre les nuages de vapeur et les effluves de houblon, Simon, le maître brasseur, est accompagné de Rémi. Moitié druide, moitié hipster, ces deux passionnés sont les garants de l'identité de leur bière. Alors le travail du brasseur, c'est de réaliser les recettes, c'est-à-dire de déterminer l'assemblage, le mélange de tous les ingrédients, trouver la levure, déterminer quel mélange de malt on va utiliser, trouver les houblons. Ensuite, il faut déterminer tous les paramètres de fabrication, les températures, les temps. Une fois que la journée de brassage est terminée, le brasseur il a juste à être patient, puisque c'est le travail de la levure qui démarre. Il faut savoir que le mou n'a pas du tout le goût de la bière quand il sort de la brasserie. C'est vraiment la levure qui va complètement transformer et mettre en avant tous les arômes qu'on aura développés avant. En ce moment, en France, il y a une réelle révolution de la bière. Beaucoup de brasseries se montent en ce moment. Ils sont inspirés par les autres pays du monde. Donc en ce moment, ce qui débarque beaucoup en France, c'est les IPA, les bières plutôt américaines qui sont très houblonnées, très fruitées, très amères. Mais aussi, moi, ce que j'aime particulièrement sont les bières plutôt acides. Donc les Berliner Weiss, par exemple. Donc, on avait fait un essai de Berliner Weiss à la framboise. C'est une bière assez légère, acide, avec des framboises qui ont été mises à fermenter à l'intérieur. C'est très original, la plupart des Français ne connaissent pas ce style-là, mais c'est des choses qu'on va faire découvrir avec le temps aux Parisiens. Aussi ancien qu'il puisse être, brasseur serait donc un métier d'avenir. L'amertume, le fruit, l'acidité, le tanin font l'objet d'un dosage fin. Simon et Rémi imaginent même pour l'avenir un vieillissement en fût en bois, à whisky ou à cognac. Les brasseries artisanales font de la bière une boisson qui se déguste avec modération. Et cet été, un bar éphémère sera installé aux portes de la brasserie. Pantinois et franciliens pourront venir découvrir la fabrication des 6 bières emblématiques de la marque et goûter les plus exotiques.
version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite avec style. Bye!